Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le bon MJ. Pour vous expliquer, cette vidéo est une table ronde, mais elle est coupée en deux parce qu'en fait, comme on s'est retrouvé à beaucoup parler, ce qui est plutôt bon signe, ça veut dire qu'on s'est bien entendu, on s'est bien amusé. Comme la vidéo était longue, je l'ai coupée en deux épisodes, donc vous aurez la première partie là aujourd'hui, maintenant, là quand vous êtes en train de regarder là, et ensuite dans 2-3 jours, je mettrai la deuxième partie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, tout ça, tout ça. On va parler de création de jeux de rôle. Bonne écoute, à bientôt. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. On se retrouve pour la première table ronde de l'année, comme annoncé dans les vidéos précédentes sur la création de jeux de rôle. Donc j'ai eu le plaisir d'accueillir Gazda, Erwick et Tapis qui se sont portés volontaires dans le Discord. Il y avait beaucoup de monde qui était volontaire pour parler de création de jeux de rôle, donc je pense qu'on pourra peut-être faire d'autres itérations sur le même sujet, parce que plus on a d'exemples pour s'inspirer, mieux c'est. Avant de commencer, je vais quand même laisser chacun se présenter un petit peu, en commençant par toi, Gazda. Je te laisse nous expliquer pourquoi tu es là. Moi, je suis l'auteur donc de Projet Ice, qui est un jeu de rôle qui va paraître dans 2-3 mois, qui est un jeu de rôle sur la thérapie onirique. Donc, pour faire simple, vous êtes des thérapeutes qui vont dans le rêve d'un patient pour essayer de soigner une névrose ou psychose de ce patient. À côté de ça, je suis scénariste pour différents jeux de rôle. Pour l'instant, je peux pas vous dire lesquels parce que ça va bientôt arriver aussi. Et sinon, sur la scénariothèque, vous pouvez retrouver des scénarios génériques que j'ai fait en 2021. Ok, ça marche. Et ça fait combien de temps que tu fais tout ça? Alors moi déjà je suis release depuis que j'ai 10 ans, donc là on arrive sur... ça fait 20 ans de jeu de rôle. Mais sinon tout ce qui est écriture, ça va faire maintenant 6 ans. Ça marche. Erwick. Ouais, donc moi c'est Eric alias Erwick, j'ai une petite chaîne YouTube, je fais pas mal de trucs autour du jeu de rôle souvent pour promouvoir, le démocratiser et depuis je sais pas combien de temps d'ailleurs, j'écris des jeux et depuis, peut-être 4-5 ans, j'ai une page sur itch.io où voilà, j'ai plein de jeux en PDF, dans différents univers, des différents systèmes de jeux. Je participe aussi beaucoup à tout ce qui va être jam et défis de création, donc voilà, ça m'arrive régulièrement de créer des trucs, donc voilà, j'étais heureux d'en parler avec vous. Et du coup, Tapis, dis-nous tout. Salut. Alors moi, je suis avant tout modérateur sur ce Discord, sur le Discord du bon MJ. Abonnez-vous, mettez la cloche et rejoignez-nous, il est vachement bien. Sinon, je fais une chaîne YouTube où je vulgarise de la théorie. D'ailleurs, j'ai un projet de wiki sur la théorie rôliste qui avance. Et donc, voilà, restez au courant si vous êtes intéressé par ça. Je fais plein d'autres trucs. J'écris des jeux en amateur et je sais que Hugo a déjà testé quelques petits jeux. On y reviendra, notamment un jeu de boxe, un jeu qui ressemble à Donjons et Dragons et d'autres trucs. Et à WoW. Mais nous y reviendrons. Oh. Ok, très bien. Merci d'avoir fait l'appel à mettre des petits pouces bleus à ma place Tapis. On va comme ça pouvoir tout de suite transiter sur le premier tour de table, sur le sujet qui nous intéresse, donc la création de jeux de rôle. Du coup, la première question que j'aimerais vous poser, c'est par rapport à la démarche de création de jeux de rôle. Qu'est-ce qui vous donne envie déjà de créer du jeu de rôle? Pourquoi vous le faites? Est-ce qu'il y a des ambitions spécifiques? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu un déclic? Est-ce que c'est différent en fonction des différents jeux, par exemple, sur lesquels vous avez pu travailler, etc. Je vous donne la parole en commençant, pareil, par Gazda. Là dernièrement, pour le dernier jeu de rôle que j'ai écrit, c'était un concours. C'était un appel à texte qui a été fait par... Je vais retrouver le nom juste après. Il y avait une mécanique de jeu que j'avais toujours voulu tester. Par exemple, c'était de créer un jeu de rôle où les joueurs pourraient mélanger leurs fiches de personnages. Et en gros, mélanger leurs compétences et pas savoir ce qu'ils vont récupérer une fois qu'ils vont se séparer. C'était un principe assez particulier que j'essaie de mettre en place pour un appel à texte qui était de Pattern Recog Edition. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle.
Donc moi, la motivation, voilà, c'était un appel à texte, une mécanique de jeu que j'ai essayé de mettre en place, et ça m'a permis donc de créer un nouveau jeu de rôle. Ok, et là tu nous parles de ton jeu de psychologie onirique ou Non, c'est c'est complètement un différent? autre. C'est totalement un autre dont les résultats vont arriver en juin pour savoir qui va être édité en fonction de sa place au niveau du concours. Je sais pas si c'est les 2 premiers ou les 3 premiers qui seront édités, on verra bien. Mais donc là, pour éviter de ressortir les mêmes idées, je vous ai montré en fait une manière qui poussait à écrire un tout nouveau jeu de rôle. Et il a fallu l'écrire en 3 semaines. Ok, d'accord. Et concrètement, enfin, je prolonge, hein. Mais du coup, Vas-y. t'as fait comment? Parce que moi, là, quand tu me donnes cette mécanique, matériellement, j'imagine ça comme la manière la plus simple de faire, c'est peut-être un deck, tu vois, avec des Mhm. cartes qui caractérisent tes trucs, et ensuite tu mélanges et tu redistribues. Mais comment t'as rendu ça, toi? Dans l'idée, c'est ça, t'as ta fiche personnage qui ne bouge pas, et en gros, t'as des compétences d'attaque et de défense. Et quand les deux personnages fusionnent un peu à la Dragon Ball Z, en fait, ou à Dragon Ball, ça donne un personnage bien plus puissant, qui cumule les compétences, et au moment où tu vas rompre la fusion, tu sais pas ce que tu vas récupérer de manière aléatoire. Donc au début, tu peux être un gros barbare, mais au final devenir un healer à la fin de la fusion. Et c'est ça qui m'intéressait pour qu'il y ait ce changement de position à l'intérieur du même groupe. C'est cool. Franchement, c'est assez C'est marrant. amusant. Ouais. Du coup, toi, Erwick, pourquoi créer des jeux, Erwick? Dis-nous tout. Moi, je fais principalement pour 2 raisons. La première raison, c'est que des fois, je trouve pas le jeu de mes rêves. À une époque, j'ai commencé à travailler sur un jeu de rôle de super-héros parce que ceux qui existaient à l'époque m'allaient pas. Du coup, maintenant, le développement, il est un peu en pause parce que maintenant, il y a des bons jeux de super-héros, donc je vois plus trop l'intérêt de faire le mien. Mon jeu de rôle Stargate, c'est un peu pareil, c'est parce que le jeu de rôle officiel, c'est du Donjons& et Dragons 5, j'avais pas envie. Ça, c'est la première raison et la deuxième raison, c'est qu'à force d'en faire, c'est une activité qui est marrante, en fait. Il y a vraiment un côté marrant à écrire un jeu, même pour le fun, même pour une jam, où c'est pas édité, c'est pas publié, c'est qu'en PDF, c'est gratuit, ça t'apporte absolument rien, mais pendant 2-3 semaines, créer des mécaniques, commencer à trouver des bouts d'univers, voir comment tout ça s'imbrique et puis faire des trucs avec, c'est super amusant. Surtout quand il y a des contraintes, surtout. Oui, oui, parce que oui, c'est Ouais. ça qui est drôle, c'est que quand il y a des jams, tu as en plus des contraintes, soit sur la forme, soit sur le fond, soit sur l'univers. Tu as des mots-clés ou alors à un moment, le game chef, la contrainte, c'était: «Ceci n'est pas un livre». Donc il fallait que tu crées un jeu de rôle qui soit pas sous la forme d'un livre. Et ça te faisait faire des nœuds au cerveau. Moi, j'ai mis tous les raids sur un dé, quoi, un gros patron de dés en carton, tu fabriquais ton dé et sur chaque face, il y avait des raids, ça marchait pas du tout, mais mais c'est super amusant. Ok. Voilà pour moi, c'est les 2 raisons, quoi, soit parce que j'ai besoin du jeu pour moi pour jouer avec, soit parce que c'est rigolo. En fait, c'est parce que tu t'amuses plus assez en jouant au jeu de rôle, bah tu crées des jeux de rôle. En fait, c'est un jeu. C'est un jeu en soi et surtout, c'est comme le jeu de rôle, en solitaire, j'ai pas encore testé, mais créer un jeu, t'as besoin de personne. C'est mieux d'être aidé, pour les retours, les machins, les playtests, on en parlera plus tard, mais basiquement, pour en tout cas te lancer dans la création d'un jeu de rôle au départ, t'as besoin de personne, donc tu peux le faire. Moi, j'ai aussi beaucoup créé parce qu'il y a eu un confinement et que quand tu es en confinement, que tu es en télétravail 24/24, que tu peux pas voir tes potes, machin, bah, ça te laisse des espaces de temps où tu peux créer et c'est quelque chose qui est assez énorme, en fait, pour le moral. Quand tu crées des jeux, ça fait vraiment du bien. Ok. C'est l'épisode Bisounours. Non, mais c'est vrai, hein. Enfin, moi, je crée plus du tout de jeux, mais quand j'étais petit, je le faisais alors que je savais que potentiellement j'allais pas y jouer, quoi. Donc, je comprends complètement le truc. Alors que toi, t'es passé à autre chose, t'as grandi, c'est ça? Non, maintenant, je peux quand même plus jouer. C'est plus ça, tu vois. Peut-être un jour, je referai ça. Mais en fait, je trouve que je prends un peu un temps de parole, mais je trouve qu'il y a tellement de jeux, tu vois. Et genre, ça me prend déjà tellement de temps de découvrir plein de jeux que genre, il y a rarement un moment où je me dis, putain, ça existe pas. Ou justement, en fait, maintenant, je pense, je le ferais difficilement si c'était pas un besoin, tu vois, de créer un jeu. Et j'en ressens pas le besoin pour le moment, mais bon, je suis jeune, tout est encore possible. Pour rebondir là-dessus, de toute façon, au bout d'un moment, faut choisir. Tu peux pas et créer un jeu et jouer et découvrir d'autres jeux. Au bout d'un moment, faut choisir. Moi, j'aime beaucoup Joanne Scipion qui travaille énormément sur le jeu de rôle sombre, qui est un jeu de rôle énorme, mais il passe la majorité de son temps à travailler, à faire du sombre. Je suis pas sûr qu'il ait le temps de s'amuser avec beaucoup d'autres jeux parce que c'est sombre. Et je comprends que les gens, ils aient pas forcément envie de ça, je sais pas. Il y a un paradoxe, enfin, c'est pas un paradoxe, c'est un dilemme très étudié sur le temps que tu passes à rechercher et le temps que tu passes à construire.
En fait, le temps que tu passes à rechercher, tu le passes pas à construire, et inversement, le temps que tu passes à construire, tu le passes pas à rechercher. C'est qu'il faut trouver un équilibre entre les deux, entre le temps que tu passes à regarder ce qui se fait ailleurs, être à jour, et le temps que tu passes à créer tes propres trucs, quoi. Tu vas trop de l'avant ta piste parce que t'as pas encore répondu à la question du pourquoi tu crées des jeux, toi. Je vais sortir ma première punchline. C'est que fondamentalement, créer un jeu, c'est absurde. Pourquoi? Alors, je vais nuancer, hein, ne vous inquiétez pas. Mais en gros, bah, probablement, il y a déjà un jeu de rôle qui existe qui fait à peu près ce que vous faites. Ça peut arriver que votre concept soit totalement original. Mais il y aura probablement une partie qui va ressembler, des gens qui vont trouver des liens avec vous, tandis que pas du tout. Ça va arriver, hein. Et, Ça sent tellement le voilà, déjà. vécu. Et deuxièmement, c'est que probablement vous n'allez pas vous faire masse thune avec. Vaut mieux faire des cours particuliers de maths si vous voulez gagner de l'argent. Je dis ça à moi, étudiant. Et dernier point, c'est que vous allez vous battre pour essayer de vous faire connaître. C'est pas avec le jeu de rôle que vous allez devenir hyper connu, machin, et que la vie va être facile. C'est-à-dire que fondamentalement, voilà, il y a plein de trucs en fait auxquels on pourrait s'attendre et qui viennent pas en fait. Et du coup, en fait, c'est absurde dans le sens, ça va pas générer grand-chose. En fait, déjà, c'est un passe-temps comme un autre, comme le disait Erwick. Il y a des gens qui aiment dessiner parce qu'ils aiment bien dessiner. Il y a des gens qui aiment créer des jeux de rôle parce qu'ils aiment bien créer des jeux de rôle et y jouer surtout aussi. Donc voilà, finalement, pourquoi créer un jeu de rôle? C'est quelque chose de très personnel. C'est vouloir avoir son outil à soi et avoir sa vision, on va dire, réalisée sous une forme concrète, quoi. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est qu'une fois que tu as créé ton jeu, tu l'as avec toi, tu peux le faire jouer à des gens, le faire découvrir, et tu es pleinement responsable du jeu, ce qui n'est pas le cas quand tu achètes un jeu du commerce. Après, est-ce qu'il n'y a pas un plaisir malsain aussi à créer un espèce de labyrinthe avec des pièges et à jeter tous nos amis joueurs à l'intérieur pour voir comment ça va être cassé, ça va être... ils vont tomber. Pour toi, mais pas pour moi, je dois t'avouer. C'est pas mon délire. Ouais, parce que oui. Tiens, bah, ça me fait penser à un truc du coup, avant de passer à comment s'y prendre. C'est pourquoi décider de créer un jeu plutôt que de modifier un jeu. Mettons, j'ai un jeu fétiche, j'en sais rien, j'ai un système que j'aime bien, ou bien juste, j'ai un système générique que j'aime bien et je pourrais calquer mon jeu dessus. À quel moment vous passez le pas de vous dire ah bah non, j'ai même pas envie, enfin, je veux aller au-delà de modifier, de faire du homebrew comme on dit, je veux vraiment créer mon truc. Je sais pas si quelqu'un a un avis là-dessus. Ouais, moi j'en ai un vite fait, c'est que au-delà du côté rigolo, ça dépend aussi de plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est la dose de boulot que ça va demander. Parfois, quand on commence à modifier un jeu, on prend Cthulhu, on adapte, par exemple, pour reprendre la blague bien connue de tout le monde. Ça va peut-être demander plus de boulot pour arriver à ce que je veux, de prendre un Cthulhu ou un système générique et d'adapter, plutôt que de repartir de zéro. Donc, étant très fainéant, bah, je vais plutôt partir par zéro. Si ça me demande autant de boulot ou moins, bah, je vais préférer faire comme ça. Et l'autre raison aussi, ça va être pour tout ce qui va être distribution, édition, même en PDF gratuit. Tous les systèmes génériques ne sont pas libres. Donjons et Dragons, il y a une partie qui est libre, le SRD, mais tout n'est pas libre. Il y a pas mal de monstres, de machins. La plupart des jeux vont avoir des parties libres, des parties moins libres. Et au niveau tout ce qui va être droit d'auteur et tout, ça peut être relativement casse-tête. Et ça peut être aussi une idée de se faciliter la vie en faisant un système maison, de pas se prendre la tête avec ces histoires de droit parce que modifier un jeu, ça peut rentrer en conflit avec cette histoire de droit d'auteur. Moi, c'est les deux raisons que je vois, quoi. Ça demande beaucoup de boulot et droit d'auteur. Après, je sais pas si Tapis ou Jazda vous en voyez d'autres, mais moi, c'est ce que j'imagine. Moi, je vais nuancer le fait que, en fait, très souvent, les premières créations, c'est souvent que tu reprends ce que tu connais, que tu as vu d'ailleurs, pour le mettre à ta façon. Donc, quasiment tous les auteurs, c'est exceptionnellement rare qu'un jeu sorte et qui n'ait absolument rien à voir avec tout le reste du marché, tu vois. Il y a toujours une part de reprise, on va dire, même si c'est pas exactement la question, mais voilà, rien ne se génère de rien dans le jeu de rôle, quoi. Il y a toujours des inspirations. Oui, effectivement, c'est plus facile et des fois, t'as pas d'ambition particulière, tu veux juste jouer deux, trois parties à la vache Milka Punk avec tes potes et t'as pas envie
d'écrire une dizaine de pages dessus, quoi. Finalement, parfois, tu crées un jeu et en fait, tu te rends compte que tu es en train de jouer au jeu de Gazda. Tu prends 2 jeux, tu les mélanges et tu regardes ce qui se passe après. Euh, ok. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus, Gazda, ou... Oh non, ils ont. Non, non, rien du tout. Ok. Et bah dans ce cas-là, nouvelle question extrêmement complexe qui devrait nous occuper pendant des heures. C'est comment est-ce que vous y prenez finalement? Donc là, plutôt sur l'aspect créatif. Alors, concrètement, je pense qu'il va s'agir un peu de vous qui allez témoigner de comment vous avez fait certains de vos jeux et peut-être des erreurs que vous en avez apprises. Et si possible, sans trop empiéter sur les sujets suivants où on parlera un peu plus des outils et des aspects d'édition, tout ça. Donc, on va recommencer par Gazda, hein. Je pense que c'est très très bien. Alors, pour tout ce qui est univers, parce que tout ce qui est construire un système de jeu, ça va être beaucoup trop long à expliquer. Pour tout ce qui est univers, je crée un jeu de rôle comme je crée un scénario à l'aide d'une méthode qui est tirée du livre du scénario. Donc c'est un gros livre de 500 pages, je vais vous passer les détails, hein, il est très long et très lourd. Mais en gros, dès que quelqu'un veut un jeu de rôle dans un univers particulier, je lui demande généralement le thème et sa thèse. C'est comme ça que j'ai fait mes scénarios que vous trouverez sur la scénariothèque, c'est que les gens me donnaient un thème et une thèse. Par exemple, pour faire simple, il est où pour Projet Ice, le thème c'est la science et la thèse c'est doit-on liquider la science au motif d'un mauvais usage du monde. Donc ça a l'air très prise de tête. Mais généralement, quand vous avez le thème et la thèse de votre jeu ou de votre scénario, vous n'arrivez pas à bloquer sur comment vous allez arriver jusqu'à la fin. Parce que vous, en tant qu'auteur, vous avez votre prise de position. Et à partir de ça, vous allez pouvoir créer tout le cheminement pour, comme si vous allez défendre vraiment votre thèse et que vous allez en fait y mettre des images, des idées, des monstres, des pièges, pour qu'à la fin, le joueur se soit posé les bonnes questions, et c'est presque philosophique. Moi, c'est de cette manière que généralement je crée un scénario ou un jeu de rôle. Donc définissez un thème, définissez une thèse, et à partir de là, vous allez voir, vous n'allez pas bloquer sur la création. Ok, ça marche. Bon, on va faire un tour de table complet, puis ensuite peut-être on posera d'autres questions. Erwick, est-ce que tu fais la même chose? Non, moi c'est vachement moins philosophique. Moi, je vois le jeu de rôle comme un outil. Quand je crée mon jeu de rôle, bon, à part vraiment le cas particulier des jams où là, voilà, c'est des contraintes, je suis les contraintes, c'est vachement moins intéressant parce que du coup, comment on fait? C'est je suis les consignes du concours ou de la jam, ça sera pas forcément si intéressant que ça. Quand je crée des jeux pour moi, je vais me faire un cahier des charges. Moi, je vois le jeu de rôle comme un outil, donc je veux que mon jeu il fasse ça. Je veux, par exemple, que ça soit un jeu qui soit un jeu de série pulp science-fiction. Je vais regarder ce que c'est une série pulp science-fiction. Il y a pas une grosse létalité. Donc je vais mettre dans mon cahier des charges, les personnages ne doivent pas mourir ou pas souvent parce que ça ne cadre pas avec ce que je veux faire. Et je vais me faire comme ça un cahier des charges de tout ce que je veux dans le jeu. Il faut qu'il y ait des aliens, mais pas trop parce que c'est souvent des humains dans ce genre de série-là. Il faut qu'il y ait ceci, cela. Et je me fais comme ça un document sur Google Drive de tout un tas de trucs que je veux. Et ensuite, je me lance dans la création, je commence à rédiger mes règles, mes machins, et régulièrement, je retourne voir sur mon cahier des charges. Et puis quand je vois que je pars un peu trop en vrille, je supprime. Tiens, là, j'ai fait une règle super cool qui avait l'air super cool sur des machins sociaux. Non, j'ai dit que moi, ce que je voulais, c'était de l'action pulp décomplexée façon série TV. Mon truc, ça avait l'air vachement bien là sur la politique. Je supprime parce que ça rentre pas dans le cahier des charges. Et au fur et à mesure, comme ça, j'écris mon jeu en essayant toujours de garder à l'esprit le but. Jusqu'au playtest où là, c'est pareil, on va voir si ça fait ce qu'il y a dans le cahier des charges. Moi, je suis, développeur à la base, c'est méchant, j'ai mon cahier des charges, l'application, elle doit faire ça, et elle doit faire ça. Si elle fait pas ça, c'est que c'est mal codé. C'est Après, on parlera pas de la beauté du code parce que c'est encore un autre sujet. c'est exactement ce que j'allais dire. Genre, j'étais en mode, Gazda, c'est mon prof de philo qui m'explique comment il fait un jeu de rôle, et ensuite, Erwick, c'est mon prof de techno. Prof d'informatique. C'est ça. Après, il y a encore après le style, le machin, le game design, tous les trucs, de la beauté, tout ça, c'est moins intéressant. Mais en gros, voilà, j'ai un objectif. Mon jeu, il doit faire un truc, ou des fois 2 trucs, 3 trucs pour des jeux vraiment super ambitieux qui doivent pouvoir faire plein de choses. Et j'essaye de mettre tous les moyens que je peux pour que ces jeux-là fassent ce qu'ils sont censés faire. Ok, ça marche. Je pense que je ferais un peu comme toi. Enfin, si je me remettais à faire un jeu de rôle, je pense que je serais un peu dans la même logique. Mais Tapis maintenant. Tapis, dis-nous tout.
Ouais, bah, pour réagir 2 secondes, c'est là où on voit le dilemme un peu. Bon, je vais sans doute mal l'exprimer, mais c'est l'œuvre et l'outil. Moi, j'ai l'impression qu'Harwick, il veut émuler un genre, une histoire, quelque chose, et qui transmet des valeurs, etc. Mais voilà, c'est avant tout émuler, avoir un outil qui permet de générer quelque chose. Et Gazda, il est plutôt dans l'œuvre qui veut transmettre un message. Et après, on voit qu'est-ce que ça génère, mais on veut que le message soit transmis à travers la génération, quoi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Moi, ce que je vous dirais, c'est commencer par un truc qui vous fait kiffer. Si vous voulez commencer en disant, bah voilà, moi je veux créer un jeu où on jette plein de dés, des brouettes de dés, voilà, ça peut être un bon moyen de commencer. Si vous voulez commencer par un jeu de rôle, où on dit, ok, moi j'ai envie que on joue des tractopelles qui vont en guerre. Bon, bah allez-y, voilà, il y a pas de limite. Euh, et vous pouvez avoir moi, la meilleure démarche pour être sûr d'écrire un jeu, voilà, vous ouvrez un document texte, vous commencez à rédiger, quand votre jeu il est fini, vous fermez le document texte et voilà, vous avez un jeu. C'est pas bien plus compliqué que ça en soi. Après, une bonne technique, comme disait Erwick et Gazda, si on veut résumer, c'est avoir une fiche de route, c'est de savoir où vous voulez aller. Est-ce que vous voulez aller vers ce message-là? Qu'est-ce qui est important pour vous en fait? Et je pense que si on voulait bien commencer, pour résumer, il faut que vous posiez la question de qu'est-ce qui est important pour moi dans ce jeu? Est-ce que je veux faire un message sur l'écologie? Est-ce que je veux faire en sorte que ça soit hyper fun, on s'amuse et il y a plein de blagues? Est-ce que voilà. Avoir un cahier de charge ou une feuille de route, une bible, comme disent les scénaristes, c'est vachement pratique, mais vous pouvez commencer, la bible elle peut changer, découvrir votre jeu pendant que vous le créez. Moi, c'était mon cas. J'ai commencé un jeu où je connaissais pas du tout ce principe-là. Et au fait, au fur et à mesure, j'ai découvert le jeu pendant qu'il se faisait, tu vois. Donc, il y a pas de règle générale, mais il y a des conseils qui marchent en général, on va dire. Pas pour tout le monde, mais globalement. Et le fait de savoir où vous allez, c'est pas mal. Ouais, une question que je me pose, qui se pose pour ce que vous avez dit, c'est à quel moment tu... Alors peut-être que je saute une étape, mais c'est pas grave, on reviendra rétroactivement au playtest après. Mais à quel moment tu considères que ton jeu il est terminé et à quel moment tu considères que ton objectif est atteint? Parce que déjà c'est très difficile de savoir si ton jeu, tu vois, genre, à quel point c'est mesurable, tu vois. Est-ce que mon jeu a 70% de chance de délivrer le message ou 30%, tu vois, ou est-ce que bah, au moins la moitié des gens qui vont jouer à mon jeu vont avoir l'impression que ça émule du pulp, tu vois, genre, je pense que c'est très subjectif, hein. Mais du coup, je pense que c'est quand même important aussi, parce que, comme disait Tapis, si tu commences à faire un jeu et que jamais tu n'en vois le bout, en fait, tu ne fais que changer ton jeu tout le temps, tout le temps, tout le temps, et tes goûts évoluent, et les gens avec qui tu playtestes sont tous différents, donc à chaque fois tu re-questionnes ce que tu as fait, et ça peut durer de manière indéterminée, enfin a priori. Donc voilà, comment vous mesurez votre avancement d'une certaine manière, toi, Gazda? Moi, généralement, je fonctionne avec, c'est moche à dire, hein, mais c'est des deadlines. Parce que moi, j'ai discuté avec plusieurs auteurs où leur jeu, ça fait 20 ans qu'ils l'écrivent. 20 ou 25 ans, je sais plus. Ils ont toujours modifié des trucs, ça, le perfectionnisme, en fait, ça fait que le jeu ne sort absolument jamais. Donc, moi, quand je suis allé voir la maison d'édition, qu'on en parlera peut-être un peu plus tard, ils m'ont dit en fin février, tout doit être bouclé. Donc à ce moment-là, tu te dis, bah, tant pis, si j'avais des bonnes idées qui vont arriver plus tard, bah, je les mettrais peut-être dans un supplément où je fais l'impasse dessus. S'il y a des retours qui sont négatifs et d'autres positifs, j'ai peut-être le temps de réécrire, mais la deadline, en fait, vous permet de faire en sorte que votre jeu sorte à l'instant T. Si jamais vous ne vous donnez pas de deadline, vous l'améliorez encore et encore et encore, vous avez le gros risque, déjà peut-être de le pervertir, notamment avec la feuille de route dont avait parlé Erwick, mais surtout que le jeu ne sera jamais diffusé, parce que vous serez tout le temps en train de le modifier. Donc moi, je fonctionne vraiment avec des grosses deadlines qui disent, là c'est fini, on arrête tout, on passe à autre chose. J'ai pas d'éditeur, donc j'ai pas de vraie deadline. Par contre, moi, ce que j'aime bien, je sais plus où est-ce que j'avais lu, je me demande si c'est pas Thomas Mignet, mais c'est l'idée du fail forward, en fait, ou du fast fail, en fait. Le but, c'est de faire un truc très vite, qui va peut-être échouer, mais tu le fais très vite. Et tu le testes, et tu testes, et tu testes un peu comme l'agile
en informatique, mais voilà, l'idée, c'est de faire des itérations successives. Ton produit, tu sors une première version fonctionnelle. Bon, peut-être qu'il n'y a pas la création de perso, c'est des pré-tirés, tant pis. Peut-être il y a pas l'expérience, tant pis, tu verras plus tard l'expérience. Et tu montres déjà aux gens, à la communauté, à tes amis, à qui tu veux, tu montres déjà une première version fonctionnelle du produit, quitte à l'améliorer. Et à l'ère du PDF avec des plateformes comme DriveThru ou Itch.io, c'est très facile, contrairement à la version papier, boutique ou même impression à la demande, c'est très facile de proposer une nouvelle version du jeu. Du coup, tu peux faire une première version et tu peux même toutes les semaines, toutes les 2 semaines, dire, voilà, la version PDF a été mise à jour et puis les gens qui te suivent, qui ont pris la version PDF, ils ont une nouvelle version. C'est un peu contraignant parce que toi, quand tu es, consommateur, bah, tu pas la version parfaite donc tu attends peut-être, enfin, c'est un peu compliqué mais avoir déjà un produit fonctionnel, c'est bien parce que ça permet quand même de le faire vivre. 20 ans sur un jeu, c'est juste une catastrophe. Dans 20 ans, mais je sais même pas si je serai vivant dans 20 ans. J'ai déjà 36 ans, dans 20 ans, fou, je serai vieux. J'y pense pas. Je peux pas me permettre de mettre 20 ans à travailler sur un jeu et puis je pense aussi que faire des plus petites itérations, ça permet d'aller plus vite à l'essentiel, de respecter le cahier des charges dont je parlais tout à l'heure et ça permet aussi de le faire connaître parce que les gens, si ton jeu leur plaît, s'il arrive à atteindre un certain public, les gens vont s'intéresser à toi, à ce que tu fais et quand tu feras une version augmentée de ton jeu, les gens, ils seront encore là. Ils ont bien aimé la V1, que tu as sorti une V1, les gens, ils ont adoré, il y a eu quelques actualités, machin, ils ont bien aimé. Quand tu vas sortir une V2 qui sera un petit peu mieux, il y a des chances que les gens soient aussi là pour cette V2 et puis pour la V3 et puis c'est aussi pour ça qu'il y a des nouvelles éditions. Je me plains souvent qu'il y a pas de nouveautés dans le milieu du jeu de rôle, même si c'est normalement pour plus tard, ça a les éditeurs, tout ça, mais voilà, c'est aussi parce qu'un jeu, il vit et au bout d'un moment, les auteurs, les éditeurs ont besoin de le mettre à jour et je pense que c'est pareil quand on crée un jeu, à moins d'abandonner ce jeu, de le laisser mourir de sa belle mort et de dire: «Bon, bah, celui-là, c'est fini, il m'intéresse plus, j'ai grandi, j'ai évolué, mes goûts ont changé, je fais plus du tout la même pratique» et dans ce cas-là, oui, il y a des jeux qu'on va laisser sur le côté parce qu'ils marchent plus avec notre pratique, ils marchent plus avec nos envies et puis on n'a pas besoin de retravailler mais techniquement, la plupart des jeux qui ont 5-6 ans, tu as envie d'y retourner et tu as envie de les améliorer, tu as envie de les remettre un peu au goût du jour. Ou alors parfois, tu as oublié des trucs parce qu'à l'époque, ça faisait pas partie de ta pratique. Un exemple fictif, à la con, mais imaginons tu as fait un jeu très dur avec des thèmes horribles. À l'époque où tu n'avais jamais entendu parler de sécurité émotionnelle, bah, peut-être que 3-4 ans plus tard, tu as envie de faire juste un petit paragraphe pour dire: «Voilà, la sécurité émotionnelle, ça existe, c'est cool» et puis voilà, tu mets enfin voilà, moi je pense qu'un jeu, il est jamais vraiment fini tant que l'auteur est pas mort, et qu'il a encore envie de travailler dessus. Non, mais je suis assez d'accord. En plus, enfin, même au-delà de créer un jeu, c'est un peu la même démarche quand tu crées une campagne ou quand tu fais quoi que ce soit, en fait, parce que c'est un peu l'idée de laisser des blancs, tu vois, avant de commencer à faire vivre ton truc. Parce que, en plus, moi, ce que je comprendrais pas, c'est qu'au bout de 20 ans, tu te sois pas lassé de ton propre truc, tu vois. Ça, c'est... Enfin, moi, ça me paraît inconcevable. C'est chacun est comme il est. Et puis aussi, le risque, entre guillemets, plus là, dans une approche de partage, enfin, de faire connaître ton jeu ou le faire des ventes, etc. C'est surtout que si t'as mis 20 ans à faire ton jeu, il y a quand même de bonnes chances qu'il y ait eu plein de meilleures idées que celles que t'as eues il y a 20 ans qui soient arrivées, quoi. Mais bon, c'est... Ouais, mais comme tu dis, il y a des nouvelles. Enfin, comme a dit Erwick, il y a des nouvelles pratiques qui arrivent, des nouvelles idées. Quand tu te nourris de tout ce qui a été fait autour, tu fais ah ouais, ça c'est bien, ça pourrait coller avec mon jeu. Puis tu rajoutes, puis ça crée une dissonance avec une autre règle. Du coup, il faut que tu réadaptes. Et c'est sans fin. C'est un peu le souci de pas sortir le jeu, quoi. Ou sinon, c'est dès le départ, tu te dis, tu vois, genre, t'es dans les années 2000, tu commences à créer ta version de Donjons et Dragons, tu vois, et tu fais, je sais que dans 20 ans, il y aura une mode, ça s'appellera l'OSR, et là, je sortirai mon jeu. Du coup, Tapis. Ouais, non, mais là vous avez dit plein de trucs, ça va être dur d'enchaîner. Mais ouais, je vais essayer de pas partir hors sujet. La question c'est quand est-ce qu'on considère qu'un jeu est fini? C'est ça, ouais. Jamais du coup, comme le disait Erwick. Mais en soi, chaque version jouable de ton jeu est un jeu fini en soi, tu vois. Chaque kit d'initiation est un jeu fini en soi, tu vois. Bon, c'est un jeu qui se joue peut-être 1 à 2 fois. Bah voilà, c'est un jeu quand même. Euh, faut peut-être dédramatiser aussi le fait que tu fasses une V1, V2. Après,
Ouais, il y a des questions de deadline, etc. Il y a des questions d'idées que tu ajoutes, voilà. En général, c'est assez rare que le fait d'ajouter plein d'idées au dernier moment soit une bonne idée parce qu'en fait, tu vas complexifier ton jeu au dernier moment. C'est une erreur que je fais souvent. Ouais, ça c'est génial, attends, c'est vraiment l'avenir du jeu de rôle. Attends, le dé d'usure, je peux te dire, je vais en foutre un partout et 2 semaines plus tard, je vire tout, je me dis, J'aime mais bien le dé finalement, j'en ai pas d'usure. besoin. Moi, je kiffe le dé d'usure, mais en fait, mon jeu n'en a pas besoin. En fait, ça, c'est un concept qui est hyper important. C'est pas parce que une idée est bonne et que le gameplay est cool que votre jeu en a besoin. Parce qu'en fait, tu peux pas mettre toutes les bonnes idées de la Terre dans ton jeu, ce sera trop lourd. Il y a le concept important, là, je vais introduire un concept important, c'est le budget complexité. Et voilà, moi, mon jeu, j'ai pas envie qu'il passe un BTS pour pouvoir jouer au jeu, tu vois. Donc, on va essayer de limiter les mécaniques, on va essayer de limiter l'univers, on va pas en faire en une encyclopédie. Du coup, ouais, j'ai tout un tas d'idées cool. Par contre, si tu fais un ensemble d'idées cool dans un gros tas, en fait, c'est pas ça qui va faire un bon gameplay. Et très souvent, en fait, ce qui est important, c'est l'application de l'idée. L'idée en elle-même ne suffit pas, il faut l'interconnecter avec d'autres pour faire un truc cool. C'est ce que je vois très souvent chez des jeunes créateurs. Ils se ramènent avec une idée qui est très bien, avec une idée d'univers trop cool, etc. Ils disent ouais, moi je vais parler du deuil, je vais parler de ça, tu vois, des thèmes hyper intéressants. Et en fait, ils passent peut-être plus d'énergie sur trouver une idée cool que de la développer et d'en faire vraiment quelque chose de construit, quoi. Si je peux faire une critique méchante, c'est ça que des fois que je vois, vouloir trop en mettre des trucs qui sont parfois pas connectés entre eux, etc. C'est un défaut qu'ont certains jeunes auteurs, je trouve. Voilà. Ça va, t'es pas si méchant que ça. Moi, si je peux moi aussi dire un tout petit truc Ouais. méchant, entre guillemets, sur les gens qui débutent, c'est que moi, c'est même pas méchant, mais c'est un truc, moi, qui m'étonne, c'est qu'il y a des gens qui veulent créer des jeux de rôle avant d'en faire, presque. Je vois beaucoup sur certains forums, des gens, ils débutent le jeu de rôle en créant leur univers maison. Et moi, je suis un peu vieux, mais ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre. Le mec, il a pas encore joué à un jeu de rôle, mais il a déjà envie de faire le sien. Et je trouve ça Euh, bizarre. Ah, moi, j'ai j'étais été comme Je sais comme ça, pas ça, hein. si c'est hein. un défaut. Je sais Moi, pas si c'est un j'ai défaut, commencé comme mais ça. je trouve ça étrange. Ouais, non, c'est T'as sûr. commencé comme ça, Hugo aussi. Ouais, parce que je comprenais pas les règles des livres que je lisais. Donc, fallait bien que... fallait bien que je change, tu vois. Tous les deux joué à Anima Beyond Fantasy, je crois. Ouais, par exemple. Qui au demeurant a l'air d'avoir du succès. Je vois qu'il y a des gens sur le Discord qui en parlent comme un très bon jeu. Moi, C'est un jeu un peu c'est compliqué. un jeu Ouais. quand même relativement complexe. Je pense qu'on peut le mettre dans la catégorie des jeux bien complexes. Moi, je peux comprendre le truc de vouloir créer dès le départ. Parce que pour moi, si je devais donner la démarche du pourquoi de la question du début, bah, je trouve que le jeu de rôle, c'est un bon média pour partager euh, un truc qui est un peu intime, tu vois, un univers que tu as dans ta tête à des gens. Et facilement, tu vois, et avec un feedback très rapide. C'est-à-dire que si demain j'ai un univers en tête et que j'écris un livre, c'est beaucoup plus difficile de convaincre quelqu'un de le lire ou de A à Z et tout, que de lui dire tiens, on va faire une petite partie de jeu de rôle dans un truc que j'ai imaginé, tu vois. Et je trouve que c'est un bon média de partage à un niveau micro, quoi. Je sais pas comment dire. Tu me permets l'occasion de dire un truc hyper important. C'est quoi la différence entre un créateur et un auteur? Parce qu'en fait, la plupart des gens qui font leur truc dans leur popote dans leur coin, ils ont une démarche un peu créateur. En fait, ils font leur truc avec leurs potes et ils s'en foutent, tu vois. Ils kiffent la vie et ça les amuse. Bon. Et c'est pas forcément la démarche la plus qualitative qu'ils pourraient avoir s'ils veulent mettre beaucoup de sérieux. Mais s'ils veulent pas mettre de sérieux dedans, on peut pas leur en vouloir et s'ils kiffent, ils kiffent, hein. Par contre, à partir du moment où tu as une démarche d'auteur, où tu essayes de transmettre un truc plus ou moins viable à des gens, tu as du coup des gens qui vont dépenser du temps et de l'énergie pour faire ton truc, et ben, il faut que ça soit compréhensible, il faut que ça soit accessible pour eux. Et c'est un peu aussi la même chose que je disais tout à l'heure, c'est que bon, il suffit pas d'avoir des idées trop cool, il faut aussi savoir les transmettre, comme tu dis Hugo. Et la transmission, c'est le gros sujet en termes d'auteur parce que
tu fais une œuvre qui est très bien, mais que personne ne comprend, bah, ton œuvre, elle sera pas bien, elle sera pas bien reçue par le public, quoi. Je pense que c'est une très bonne transition sur le playtest. Gazda, comment tu procèdes pour tes playtests? Pour les playtests, bah déjà, tout le scénario, je le refais dans ma tête en tant que joueur. Donc ça, il faut bien s'accrocher parce qu'il faut imaginer comment réagiraient les joueurs qu'on a autour de la table. Donc c'est-à-dire que il faut que vous ayez fait assez de parties avec vos amis pour savoir comment eux réagiraient lors d'une partie. À partir de là, j'arrive à savoir, enfin, à élucider dans quelle direction ils partiraient, pourquoi ils feraient ça de telle ou telle manière, et à partir de là, je peux placer mes intrigues différemment. Mais comme ça s'applique à mes amis, je sais pas comment vont faire les autres. À ce moment-là, donc, sur Discord ou alors dans les conventions virtuelles, c'est là que je fais jouer le scénario. Alors, c'est beaucoup de stress quand on débute. Vraiment, ça a été de la sueur avant, de la sueur après, et puis difficile de dormir le soir même. Quand on fait tester normalement, enfin, un nouveau jeu que l'on a écrit et en plus un scénario. Une fois que le scénario est terminé, moi, alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise méthode? Je fais un petit débriefing, mais généralement, les meilleures idées qui viennent des joueurs et les meilleurs ressentis, c'est que lorsque je laisse un questionnaire à remplir une semaine après. Parce que sur le coup, il y a l'affect qui joue. Si vous ont bien apprécié, si il y a eu une émulsion dans le groupe, si c'était fun, et leur envoyer un questionnaire 7 jours après permet en fait de faire descendre la pression et donc d'avoir vraiment le ressenti et dire ah mais ça en fait j'avais pas compris. Et ça de ce côté-là, cette règle-là était particulière, en fait elle m'a gêné. Alors que juste après le briefing, tout le monde était en train de s'affoler, c'était trop bien, c'était génial. Donc moi je fonctionne beaucoup avec un questionnaire qui évolue à chaque playtest. Et en fonction de ce questionnaire, je réunis mon équipe pour discuter avec eux. Je discute pas tout seul parce que les pour et les contre, enfin les critiques qu'on vous envoie, parfois c'est juste des cas isolés. Et c'est difficile de faire la différence. Parce qu'une personne qui n'a pas aimé votre jeu, peut-être qu'elle n'est pas familière avec l'univers, peut-être que c'est pas de cette manière qu'elle joue. Et c'est pour ça qu'il faut que lorsque vous recevez les réponses, il faut que vous ayez une ou deux personnes qui vous a suivi pour vraiment bien faire la différence entre qu'est-ce qui est personnel et qu'est-ce qui est bon pour le jeu. Moi, c'est comme ça que je procède. Ouais, je suis d'accord qu'il peut y avoir des tas de biais, hein. Quand tu joues avec des gens et que tu t'es éclaté avec eux, peu importe le jeu presque, des fois, Oui. tu t'en fous complètement. Et à l'inverse, dans la position de celui qui propose, il y a un biais, le biais de négativité, quoi. C'est-à-dire que je trouve que c'est souvent difficile de mettre des mots, personnellement, sur ce qui était bien, alors que sur ce qui est pas allé, tu vois, tu l'identifies très très bien, tu vois. Et tu peux mettre des mots très précis qui vont faire très très mal à ceux qui vont l'entendre, alors que tu vois, globalement, si la partie était cool, tu vas dire, bah, c'était cool, tu vois. Et il va faire, ok, je note, merci pour ton retour. Non, mais c'est vrai, si tu veux identifier qu'est-ce qui était bien, il faut qu'en fait tu poses la question ciblée. Vraiment, tu dises qu'est-ce que vous avez pensé de ce point-là, de ce système de jeu. Et là, du coup, s'ils répondent oui, moi j'ai aimé, du coup, on peut prendre ça comme une critique positive. Mais sinon, ouais, comme tu dis, au global, ils vont dire j'ai bien aimé, et puis t'es là et tu fais qu'est-ce qu'ils ont aimé. Je sais pas. J'ai bien aimé, mais... Et là, tu Le commences à maybe, pleurer. ouais. Du coup, toi, Erwick, est-ce que tu as des Ouais, choses à ajouter là-dessus? ouais, déjà, c'est très bien le coup du questionnaire. Moi, je l'ai fait une fois. Je sais pas si je le referai parce que c'est beaucoup plus violent que pas de questionnaire. C'est là que je me suis rendu compte en fait, il y a plusieurs choses intéressantes avec les questionnaires. Premièrement, c'est que j'ai remarqué depuis des années que je fais ça, les retours, ils viennent pas facilement. Quelqu'un qui aime, il va pas te le dire. Quelqu'un qui déteste, il va te mettre un j'aime pas sur ta vidéo. Il va te mettre un commentaire méchant, il va t'insulter, il va t'envoyer un MP et il va essayer de te trouver à la sortie d'Octolone pour casser la figure. Le pire, c'est qu'il y a vraiment quelqu'un qui voulait me casser la figure. Par contre, quelqu'un qui aime bien, juste ton jeu est OK, il va rien te dire. Et du coup, il faut aller chercher les retours. Quand tu fais du playtest, une des parties du boulot, c'est d'aller voir les gens. Alors, est-ce que la partie vous a plu? Oui, mais encore, faux. Et les questions ciblées, c'est vachement intéressant. Moi, sur Supercell, j'avais fait un questionnaire où je leur parlais de certaines mécaniques. Est-ce que vous avez aimé les systèmes de points de synergie, points de tension? Est-ce que vous avez aimé le système de points de vilainie? Les gens, ils ne savaient pas ce que c'était les points de vilainie. J'avais pas dû m'en servir assez dans le scénario. Et du coup, au bout d'un moment, moi, dans mon processus de création, ça fait 6 ou 7 parties que je fais avec des gens différents. À chaque fois, on ne se sert pas de ce point de raid-là, c'est qu'il ne sert à rien. Je le vire et je passe à la suite. Et du coup, c'est très compliqué. Et il y a un autre truc aussi qui est compliqué, c'est que je ne suis pas un profiler. Je ne sais pas ce que pensent les gens dans leur tête.
Je suis pas télépathe, je suis pas médium, je sais pas détecter les expressions du visage. Et à Octogone, une année, il y a quelqu'un qui s'est amusé. Ça s'est bien passé, oui, 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 c'était très bien, machin. Une semaine ou 2 semaines plus tard, moi j'avais pris des adresses email pour envoyer un formulaire Google avec des questions très précises. Et une des dernières questions, c'était ouais, qu'est-ce que vous avez le moins apprécié ou qu'est-ce qui vous a gêné dans la partie? Un gros paragraphe comme as de trucs qui allaient pas par rapport à ma façon de masteriser, par rapport au jeu. J'étais là en mode, je croyais que ça s'était bien passé, moi. Ouais, du coup, on s'entend bien, hein. J'ai rejoué avec lui sur d'autres jeux beaucoup plus narratifs, des Pour l'Arène, des machins, des trucs comme ça, des BOB. Mais j'avais pas compris qu'il avait passé une moyenne, voire mauvaise partie, alors que moi, j'avais passé une excellente partie. Et ça, si on va pas chercher des formulaires à froid, si on va pas chercher des retours, si on ne pose pas simplement la question, ça vient pas. Il y a plein de gens qui peuvent jouer à ton jeu et ne jamais te dire en fait ce qu'ils en pensent. Parce que voilà, après là, c'est un peu différent parce que moi, je suis un tout petit auteur de Rikiki, donc c'est facile de me choper. Mais c'est sûr que quand je joue à Donjons Dragons, je vais pas aller voir Wizard of the Coast pour leur dire ouais, votre jeu il est bien, mais il y a comme des trucs là, l'équipement là, c'est pas ouf, c'est pas ouf là. Et du coup, ouais, et j'allais dire un autre truc aussi qui est vachement intéressant, c'est ce que moi j'appelle les playtests externes, c'est-à-dire si vous avez un jeu avec MJ, le faire inviter à d'autres gens que vous. Parce que ça, c'est quelque chose qui est terrible. Moi, sur Étoile, par exemple, j'ai fait une faute j'ai fait une coquille, hein, j'ai fait une erreur dans le PDF. J'ai changé une partie, j'ai changé la manière dont fonctionnaient les armes et les armures. J'ai corrigé sur les armes, pas sur les armures. Du coup, bah, les armures marchent plus. Parce que vu que tu changes la dangerosité des armes et que les armures, tu laisses comme c'était fait avant, c'était tout pété. Sauf que moi, je le connais par cœur, c'est moi qui l'ai écrit le jeu, donc quand j'ai corrigé, moi j'ai fait la nouvelle version, mieux et tout, plus fluide. Et plusieurs semaines après, il y a un mec qui vient me voir sur Discord en disant ouais, j'ai fait jouer ton jeu, par contre, j'ai pas compris pour les armures, tout le monde est invincible. Dès que tu as une armure, en fait, ton jeu, les gens ils sont invincibles. Comment ça se fait? Il m'explique, je fais non, mais c'est pas ça du tout, t'as rien compris. Toi, t'as une, C'est pas qu'il avait rien compris, c'est que j'avais expliqué de la merde. t'as une petite suée, tu fais non, mais c'est le design du jeu. Et puis ensuite, quand il est parti, tu fais merde, qu'est-ce que j'ai fait? Mais ouais, c'est super important parce qu'il y a une partie de la partie, bon, ça fait redondant, c'est moche, mais ouais, quand on fait une partie de jeu de rôle, il y a une partie qui est basée aussi sur les joueurs et sur le MJ. Et du coup, quand c'est l'auteur, le MJ, ça change tout. L'auteur n'est pas forcément d'ailleurs le meilleur MJ pour son jeu. Il y a sûrement des gens qui MJisent mieux mes jeux que moi. Mais le fait que toi, tu es une partie inconsciente des règles, que tu as formalisées par l'écrit, bah, tu peux faire des choses qui ne sont pas écrites dans le livre. Ça arrive souvent. Parce qu'on a une manière de pratiquer. Il y a des trucs qu'on fait nous en tant que MJ. On les a pas mis dans le livre. Et si quelqu'un s'empare de ton livre, bah, ça va moins bien marcher parce que lui, il n'a pas tes routines, il n'a pas tes pratiques. Il y a des trucs que toi, tu fais presque sans le penser, que tu as oublié de formaliser ou des trucs que tu as mal expliqués. Moi, dans Étoile, il y a une phrase qui sonnait bien. Et à Autodone, 3 personnes qui sont venues me voir, oui, je comprends pas cette phrase, ça veut dire quoi? Je vois. Donc Non, mais voilà, les playtests externes, c'est important. Si vous pouvez trouver un ou une volontaire pour MJ à votre place, sans Ouais, être là, parce que être là, ça fout la pression. Moi, j'ai remarqué que quand l'auteur il est pas loin, ils aiment pas les gens. Ils aiment pas que l'auteur il vienne voir ce qu'ils jouent bien à leur jeu. Ils détestent. En général, ils font un peu la gueule. J'ai essayé une fois ou deux, c'est pas une bonne idée. Et c'est vrai que les retours de meneurs, c'est gold, hein, parce que c'est très difficile d'avoir des meneurs déjà sur ton jeu. Parce que les joueurs, t'en as plein, hein, vu que c'est toi qui le fais jouer. Mais les retours de meneurs, c'est pas plus quali, c'est juste que c'est encore une autre vision que juste avoir un questionnaire formulaire. Parce que lui, il a lu et il en a compris à travers les mots que vous avez écrits. Ça, les retours de meneurs, moi, c'est vraiment c'est le Graal, quoi. Du coup, sans transition, Tapis, qu'est-ce que tu penses du playtest? La quasi-totalité des projets de jeux de rôle, c'est des projets en boucle. Donc avec ah tiens, j'ai une idée, je vais la formuler, je vais la faire, machin. On la teste, ok, je prends des notes et je modifie mon idée et j'avance comme ça en boucle. Du coup, c'est une technique qui marche très bien et comme l'a dit mes camarades, quand vous arrivez en playtest, il faut que vous ayez quelques idées de qu'est-ce que vous testez. Il faut que vous testiez sur des publics différents. Et les débutants, c'est pas forcément ceux qui vont vous aider le plus parce que eux-mêmes ils savent pas, ils sauront pas vous faire le retour. Le pire des retours, c'est pas le j'aime pas, c'est nul. Le pire des retours, c'est ouais, c'est bien, ouais. Parce que le mec, en fait, il sait pas quoi dire. Donc, ouais, même si le retour est pas bon, même s'il passe à côté, au moins il a exprimé quelque chose et peut-être que vous pourrez tirer des trucs de ça. Je vais vous donner un exemple. Une fois, je faisais jouer à un jeu hyper narratif
Et le gars me dit, ouais, il faudrait que tu rajoutes des caractéristiques, il faudrait que tu rajoutes des compétences à points, machin. Le truc, il passait totalement à côté. Par contre, il m'a dit, ouais, comme ça, ce sera un peu plus héroïque, tu vois. En fait, ce qu'il fallait comprendre, c'est que pour lui, c'était pas assez héroïque. C'était ça le truc intéressant de son retour. Il faut savoir un peu bien écouter. Et surtout, il faut savoir se taire quand les gens te font des retours. Si tu commences à justifier choix durant le mec. Tu vas y passer toute la nuit. Moi, j'ai déjà vécu une nuit comme ça avec un ami que je ne referai plus. Je suis désolé. Tu dis un truc et le mec il dit non, attends, je crois que t'as pas compris en fait ce que je voulais faire. Le mec il t'explique tout et toi tu dis non, 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 c'est moi je maintiens et tout. Et bref, savoir prendre les retours et ne pas passer son temps à contredire les retours. Ce que moi, des fois, je fais et je me fais du mal après parce que je me dis j'étais un mauvais auteur quand je fais ça parce que en fait, vous avez passé en tant qu'auteur, vous avez passé 1000 heures sur votre projet. Vous le connaissez parfaitement, vous savez d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, vous avez un bac plus 8 dans votre jeu de rôle à vous. Le gars qui arrive, il a passé 2 heures sur le projet. Alors il y a comme un rapport de force. Le gars il arrive, il connaît pas tout exactement. Donc si votre but c'est de lui expliquer qu'il a rien compris et qu'il est nul, ça va pas être très constructif. L'idée c'est vraiment réussir à extraire à vous dire en lui posant des questions, voilà, en l'accompagnement, comme a dit les autres. Et des fois, il y a des trucs bien qui ne se remarquent pas. Il y a des bons systèmes, comme l'a dit les deux autres. Hein. Des fois, pour certains auteurs, un bon système, c'est un système qui se remarque pas. Donc, si les gens n'ont rien à dire, bah, des fois, c'était juste que c'était ce qui était voulu, quoi. D'ailleurs, c'est la même chose quand tu prends des retours en tant que MJ ou même en tant que joueur envers d'autres joueurs et tout. Mais c'est encore plus vrai, je pense, quand tu crées un jeu, c'est que tu peux pas plaire à tout le monde, déjà. Ça, c'est une certitude. Et donc, du coup, la dernière chose que tu devrais faire, c'est quand toi, une partie s'est bien passée et que tu as l'impression qu'une majorité des gens ont apprécié un truc, te focaliser essentiellement sur la personne à qui ça n'a pas plu. Parce que dans ce cas-là, tu mets en danger, donc si t'es MJ, bah, en fait, l'ensemble du groupe. Et si t'es auteur, bah, tu mets en danger ta vision juste pour une question d'ego, parce que t'as pas envie de perdre face à cette personne qui, en fait, n'est juste pas le public, entre guillemets, de ton jeu, peut-être. Je sais pas. Je suis tout à fait d'accord. Et autant c'est pas très poli ni très commercial de dire au mec c'est moi qui sais ce qui est bon pour mon jeu, autant quand il y a des retours, c'est quand même à l'auteur de trancher au final, de les prendre en compte ou pas. Même si un retour est très intéressant, les gens, ils vont vouloir, c'est ce que je disais au début en plaisantant, mais c'est très vrai, il y a des gens qui vont vouloir que ton jeu soit leur jeu, en fait. Moi, j'ai eu plusieurs retours, par exemple, sur Super Tips. Ouais, ça monte d'un côté sombre et tout, on pourrait avoir la fiche des personnages, puis on la retourne, et ce serait la partie sombre du super-héros, parce que tous les super-héros ont une partie sombre. Moi, j'ai pas envie de jouer une partie sombre de super-héros. Moi, je fais du Marvel Four Color, H d'or, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on sauve Tante May. Je veux pas faire du Batman psychotique avec des Robins qui se font tabasser juste parce que les lecteurs avaient envie que Jason Todd il se fasse buter. Désolé pour le spoil, mais il y a 20 ou 30 ans de. Il y a prescription, je pense. Mais cette Et du histoire coup, je de pense. trancher, tu le fais, c'est quelque chose à dire quand même, c'est que tu le fais chez toi seul, tu le fais pas devant la personne. Ah non, non, Tu dis, ok, je vais y réfléchir, je vais c'est voir si ça. ça fonctionne, mais par contre, tu tranches chez toi, il n'y a pas de souci, mais pas devant les joueurs, quoi. Non, c'est ça. Le but, c'est pas dire non, ton idée c'est de la merde, j'en veux pas. En plus, c'est pas une idée de merde, c'est une excellente idée. Mais moi, tel que je vois ce que je veux faire, par rapport à mon cahier des charges dont je parlais au début, bah, ça va pas forcément coller. Et du coup, il va y avoir des retours qui vont être parfois bons et Diplomatie. qui vont pas, mais que tu peux pas prendre en compte. Sinon, tu fais un autre jeu. Ça sera plus mon jeu de rôle de super-héros, ça sera le jeu de rôle de super-héros de la personne numéro 34 qui voulait un truc comme ça. Et ça me fait penser à une petite image que j'arrive plus à vous retrouver et c'est triste. Mais c'est un mec qui dit ouais, je vous ai produit un truc. Et il y a 4 ou 5 petits bonhommes qui disent oui, on adore ton truc. Et il y a un sixième petit bonhomme qui dit moi, j'aime pas ton truc, faudrait plus de machin dans ton truc. Et après, le même créateur, il vient une case plus tard, il dit j'ai mis plus de machin dans ton truc comme tu l'as demandé. Et les 5 premiers bonhommes, bah, ils aiment plus le truc. Et le dernier bonhomme qui avait dit moi, je voulais plus de machin dans le truc, bah alors tu vas me l'acheter mon truc. Non, non, de toute façon, moi, j'étais pas intéressé par ton truc dès le départ. Et c'est terrible parce que quand on intègre un retour comme ça qui change fondamentalement le jeu, on va peut-être faire plaisir à plusieurs personnes qui voulaient ça dans le jeu, mais au risque aussi de s'aliéner toute une partie de notre communauté, des fans, des amis qui jouaient avec la version originale et qui, eux, n'avaient pas besoin de ça. Donc c'est très compliqué de se dire, ok, là j'ai un retour, une demande de modification, on va dire, sur mon jeu.
Est-ce que je la prends en compte? Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Pourquoi? Et c'est pas des questions faciles. Bon, il y a des trucs, c'est facile, hein, quand c'est des idées, on va dire un peu nulles, tu tranches vite, mais parfois, c'est des vrais cas de conscience où, effectivement, ça va améliorer mon jeu, mais le budget de complexité dont parlait Tapis tout à l'heure va en pâtir. Donc, est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Et ça, c'est des trucs qu'on tranche chez nous comme des grands. Et puis on va replaytester. Là, on est sur le chapitre des playtests. Bah, si jamais un retour est à prendre en compte, bah, tu le fais pour le playtest. Tu ne le décris pas dans la base, mais voilà, pour le playtest, tu dis, OK, je vais faire comme lui, il a dit. On va voir si ça marche mieux, moins bien. Et puis, si ça marche pas, bah, c'est que c'était pas une si bonne idée que ça. Et puis, tu repars sur autre chose. Vas-y, Il Tapis. y a, il y a des, il y a des idées aussi qui, moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Je dis aux gars, parce que je suis un mauvais élève, je dis aux gars, non, mais elle est pas ouf ton idée et tout. 2 semaines plus tard, je dis, waouh, c'est vraiment l'une des meilleures idées qu'il y a dans le jeu, franchement, c'est génial. Donc voilà, des fois, il faut prendre un peu de temps, laisser monter le truc, quoi. Et moi, je tiens à dire aussi que vous allez voir, il faut que vous ayez un peu conscience de votre jeu. C'est pas parce que quelqu'un vous dit que votre jeu est nul qu'il l'est. Attention. Et du coup, pour ça, il faut que vous soyez convaincu que votre jeu, il a des choses bien à tirer de lui. Comme ça, quand vous rencontrez quelqu'un qui pense qu'il est nul, bah, ça fait une moyenne. Et dernier point, juste pour caler mon dernier point, c'est que en fait, quand vous avancez dans le monde du jeu de rôle, vous avez l'impression que des fois, il y a des gens qui se disent, bah, tout le monde écrit du jeu de rôle, tout le monde pense qu'il écrit bien du jeu de rôle, et tout le monde pense que ce qu'écrit les autres enfin, ils n'ont rien compris au jeu de rôle, tu vois. Il y a un peu des fois ce côté au truc en mode, tu sais, tu tombes sur des gens qui playtestent et tu te dis, ah, attends, je pense que il faudrait que tu te renseignes sur les PBTA, tu devrais mettre des moves et tout. En mode, moi j'ai compris ton jeu, tu vois. C'est rare que ce qu'on crée soit complètement nul. Parce que, enfin, si à la base, enfin, si déjà t'as des potes qui aiment bien ce que tu fais, tu vois, même si les premiers playtests que tu fais ne sont pas concluants, tu peux quand même imaginer que dans le monde, il y a des gens qui ressemblent à tes potes, tu vois. Donc il y a quand même un public pour ce que tu fais à tout moment. Si ça peut être une petite lueur d'espoir. Tu voulais ajouter quelque chose, Erwick, avant que... Ouais, je voulais parler des playtests, mais cette fois en tant que participant à des playtests. Parfois, on va playtester les jeux des autres. Et moi, il y a plusieurs choses que j'aimerais parler en tant que playtester. Là, prochainement, je vais faire un playtest de Super Lipopette en tant que MJ externe, justement. Et du coup, c'est pareil, faut essayer de prendre des notes. Moi, je vais essayer de prendre des notes, pour essayer de faire un retour le plus constructif possible pour aider l'auteur. Que juste dire, oui, ça, on a joué à Super Lipopette, c'était cool, ça va pas. Qu'est-ce qui a marché, qui a pas bien marché, les différentes phases. Et du coup, voilà, quand on vous dit que c'est un playtest, souvent l'auteur, il va vous le dire. L'auteur ou l'autrice va vous dire, je fais un playtest dans mon jeu. Essayez d'être en mode playtest, en fait. Même si le jeu marche bien et qu'on s'amuse, pour moi, un playtest, c'est pas une vraie partie. C'est pas une partie comme on fait avec ses potes, on s'amuse. On s'amuse, mais il y a une partie playtest. Par exemple, essayer des trucs. Si j'ai une fiche de personnage pré-tirée, bah, je vais essayer de la magie. Si je fais de la magie, je vais essayer de faire de la magie pour qu'on voit comment marche. Et en tant que joueur, je pense qu'il y a aussi ça à prendre en compte et aussi être bienveillant parce que parfois, même en essayant de faire attention, on est des gros connards. Je joue en club principalement et il y a quelqu'un qui est venu nous présenter sa superbe création magique qui est trop bien, qui réinvente tout. Et même si on a essayé de mettre les formes, eh bien, on a noté deux trois trucs qui n'allaient pas avec un camarade de jeu. Et il est plus revenu nous faire playtester le jeu. Il joue chez lui avec des potes à lui et je sais pas si c'est parce que, il a plus l'occasion de venir au club ou peut-être, moi ce que mon hypothèse, c'est qu'on a été un peu dur avec son jeu et que ça l'a dégoûté de nous faire jouer et qu'on n'aura jamais sa vision de retour puisque on a fait ça là où on a été mauvais, c'est que même si on a mis les formes, c'est un club, c'est public, il y a un forum et on a fait des retours détaillés sur le forum. Et du coup, noter tout ce qui nous plaisait pas ou qui allait pas en termes. On a beaucoup parlé de game design parce que voilà. Du coup, moi t'as fait et la mon critique camarade en public, du coup, vu que c'est sur un forum? Ouais, c'est ça, c'est C'est ça la mauvaise dommage. idée. Ouais. C'est ça la. Voilà, donc c'est pour ça que je profite que là, il y a une table ronde avec pas Mhm. mal d'audience parce que c'est Hugo du Bon MJ pour dire ne faites pas ça. Ne soyez pas des connards. Quand vous êtes un playtest, faites des retours, mais faites-le le plus constructif possible. Et même en étant constructif, même en mettant les formes, ne le faites pas en public. Surtout que on n'est pas tous prêts ou prêtes à entendre tous les retours. Parfois, la critique, elle est violente, elle fait mal, même si elle est véridique, même si elle est sourcée, même si elle est argumentée. On n'a pas envie de l'entendre. Bah, au moins, en privé, ça se passe mieux, quoi. Je pense que c'est ça qui a cloché dans notre manière de faire. C'est qu'on a écrit plusieurs posts sur le forum, qui est semi-public, hein, que c'est que les gens qui viennent au club. Donc, c'est pas non plus comme si on était allé
aux Champs-Élysées qu'on avait crié « Son jeu, il est mal foutu niveau game design, il est super, mais les règles textuelles sont nulles. » On n'a pas fait ça. Mais c'était un peu l'idée, donc je comprends que, voilà. Et puis moi, ça m'a un peu, avec le recul, ça m'a un peu blessé, parce que je me suis dit que, voilà, quoi, j'ai lâché un peu le truc. La partie était pas si mauvaise, il y avait 2-3 trucs qu'on a notés, mais c'était bien. Enfin, ça pourrait être bien. Moi, avant de passer à la suite, il y a un autre truc auquel je pense vite fait, qui me vient d'une expérience que je laisserai totalement anonyme. Je pense aussi que dans le cadre d'un playtest, un truc dont il faut se rendre compte assez vite, c'est si par exemple, si on fait ça sous forme de petite campagne, un truc comme ça, et que genre vraiment, il y a des éléments, enfin des membres du groupe qui tirent tout vers le bas, bah vaut mieux arrêter tôt. Parce que en fait ça gâche même l'expérience de tous les autres, et donc en fait tout devient biaisé si t'as une personne ou deux qui foutent tout en l'air, tu vois, tu peux plus vraiment avoir des retours des deux autres parce Est-ce que que c'est une expérience que tu as avec moi ou pas? c'est anonyme. Et, mais Ça a l'air pas si anonyme que ça. mais je me souviens voilà d'un truc qu'on avait fait et ouais en fait c'était compliqué même pour. En fait, t'as des personnes, ils vont être très très critiques, ils continuent à jouer, tu sais pas trop pourquoi, au bout d'un moment. Et du coup, ben, même les autres sont biaisés par l'affect de voir la personne qui est critiquée et tout, donc ça, plus rien n'a de sens en fait à partir de ce moment-là, donc je pense qu'il faut savoir peut-être arrêter tôt. Ouais, je rebondis juste vite fait sur ce que tu as dit, parce que ça fait penser à plusieurs trucs importants. Le premier truc important auquel j'avais pas pensé avant, mais c'est bien séparer la fête et la partie du jeu. Peut-être que la partie s'est mal passée, mais c'est pas la faute du jeu. Genre, s'il y a des gens qui sont très critiques parce qu'ils ont une mauvaise journée. Et l'autre part aussi, c'est qu'il y a un important effet de groupe. Dans les retours dont on parlait tout à l'heure, c'est plus simple, que ça soit un formulaire ou une autre manière, mais d'avoir les retours individualisés de chaque personne. Parce que quand tu demandes au groupe, va y avoir une espèce, un peu comme l'effet leader dans les jeux de société. Quand la première personne va dire c'était super cool, bah la deuxième personne, elle va pas forcément oser dire que en fait c'était pas si cool que ça, ainsi de suite. Moi, c'est ce que j'avais remarqué à Outload. La table était globalement enthousiaste, et du coup, la personne dans son coin m'a fait le retour plus tard en formulaire en disant c'était nul. Mais cette histoire de groupe fait que c'est pas évident d'avoir des vrais entre guillemets retours sincères, quoi. Et puis c'est tout. Ok. On va passer à la suite, on a pas mal parlé des playtests. Voilà, c'est terminé pour cette première partie de la table ronde. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous voulez soutenir la chaîne, allez jeter un œil à l'intro du guerrier en commentaire. Aussi, pour ce qui est de nos trois comme vives, chacun m'a donné un lien que vous retrouvez en description, qui renvoie vers un endroit où ils aimeraient que vous rendiez pour regarder ce qu'ils font. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. La suite, très bientôt. Ciao!